Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Voilà, on va vous parler ou vous présenter Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba se dévoile. Il se dévoile devant les journalistes. Il dévoile ce qu'il fait dans son ministère, les progrès qu'il y a eu depuis qu'il est ministre de Transport. Et puis il donne sa position sur la Constitution. Pour lui, la Constitution doit être revisitée. Bon, il doit y avoir la révision de cette Constitution, de certains articles, beaucoup même. Et s'il faut la changer, bon, il s'en tient à ce que le président de la République a dit, qu'il va instituer une commission qui pourra, une commission des experts bien sûr, qui pourra vérifier pour décider ce qu'il faudra et ensuite remettre ça au peuple. Si on ne peut pas reviser, alors s'il faut tout changer, alors c'est le peuple qui décidera. Donc il s'en tient à ces paroles-là du président. Donc il n'est pas contre, ni contre la révision, ni contre le changement de la Constitution, pourvu que ça se fasse dans les normes. Eh oui. Suivez. Permis de conduire, transport aérien, mais surtout embouteillage. Que peut-il réellement faire? Union sacrée, modification de la Constitution. Est-il toujours en phase? Édition spéciale ce mercredi 4 décembre, après le journal de 19h, avec le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre. Rediffusion jeudi 5 décembre, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale. Aujourd'hui, on parle particulièrement transport, qu'il soit aérien, ferroviaire, fluvial ou routier. On va parler notamment embouteillage. On parlera aussi de la gestion de la Respublica. Son parti a beaucoup été considéré quand il y a eu, après élection, mise en place et élection, déséquilibré dans la distribution des postes. Est-ce que le MLC est toujours en face? Que pense-t-il de l'Union sacrée? On va lui poser la question. Quid aussi de la révision de la Constitution? On en a entendu beaucoup, on n'en a pas entendu d'autres. Particulièrement lui. Est-il pour, oui ou non? Lui qui, en 2006, était de ces belligérants qui... certains l'ont dit, profiter de la nouvelle Constitution. Notre invité aujourd'hui, invité de l'édition spéciale, est Jean-Pierre Bemba Gombo, président du MLC, surtout vice-premier ministre et ministre des Transports. Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour vous interroger, je ne suis pas seul. De la RTNC, on va être discrimination positive. Sandra Nyangui, bonsoir. Bonsoir Christian. De Géopolis Télévision, Willy Kalengai, bonsoir. Bonsoir Christian. Merci à vous deux de m'accompagner pour interroger monsieur Jean-Pierre Bemba. Alors on va commencer par l'aérien. Il y a eu Congo Airways, il y a aujourd'hui Air Congo. Hier c'était LAC. Rapidement, vous prenez, il faut le préciser, la tête de votre ministère il y a un peu moins de 6 mois. Quel est l'état des lieux du transport aérien en RDC? On a dit récemment, on en a beaucoup parlé récemment. Qu'en dire? Le transport aérien est un transport qui est nécessaire dans un pays aussi grand que la RDC pour pouvoir relier l'ensemble des provinces et relier ce pays avec l'extérieur aussi. Mais lorsque nous prenons le ministère, nous n'avons pas d'avion, ni au niveau de Congo Airways. Et la première des mesures que le gouvernement prend, c'est de donner les moyens pour qu'on puisse relancer Congo Airways. Malheureusement, je dois dire là-dessus, oui, deux avions sont arrivés. Mais malheureusement,
les décisions du Conseil des ministres n'ont pas été totalement suivies par ceux qui devaient les exécuter. Et on devait plutôt avoir 5 avions aujourd'hui. Mais cela dit, certainement qu'au niveau du gouvernement, il va y avoir une nouvelle demande pour pouvoir exécuter ce qui avait été décidé. Willy Kalengai. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'être là avec nous, parce que nous sommes sur ce secteur de l'aviation. Alors, Air Congo est créé avec des Éthiopiens. Est-ce que le Congo ne peut pas avoir ses propres avions? Est-ce qu'un avion, ça coûte aussi cher que le Congo se soit aujourd'hui assis dans la location? On ne peut pas acheter de nouveaux avions. Ça coûte combien les avions pour que le pays, un si grand pays, puisse se contenter de ce que j'appelle moi de raccommodage? Alors, c'est parfois une phobie que les personnes se font, il faut acheter des avions. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de compagnies aériennes, et même des grandes compagnies aériennes, ne sont pas propriétaires des avions. Ils font ce qu'on appelle du lease purchase. C'est-à-dire c'est une location aux ventes. Vous louez, mais au terme d'un certain nombre d'années, vous devenez le propriétaire de l'avion. Aujourd'hui, dans le monde de l'aviation, dans les grandes compagnies, ce sont des compagnies d'assurance, ce sont des fonds d'investissement, ce sont des fonds de pension qui génèrent et qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans l'immobilier, qui investissent également dans des avions qu'ils font relouer par la suite, parce qu'ils doivent rémunérer aussi ceux qui prennent les participations dans leurs différents fonds. Air Congo est une réalité, c'est-à-dire que je me souviens, c'est au retour, le lendemain du retour du dernier voyage que le président de la République a fait en Chine, qui m'a donné les instructions de pouvoir relancer, je veux dire, ce projet qu'il avait déjà avec mon prédécesseur, qui était le feu Okende, qui n'a jamais pu aboutir et qui a dit qu'il fallait mettre ça en route. Donc ça veut dire que 3 mois après, Air Congo aujourd'hui est une réalité. Son premier avion est arrivé, le deuxième doit arriver dans les jours qui viennent, et ça va faire là, c'est une série de plusieurs avions, 8 737, 2 787 Dreamliner en location. Mais je vous le dis, vous savez le prix d'un Dreamliner. Si vous devez l'acheter, ça avoisine les 100 millions de dollars. À 737 neuf, c'est 60 millions de dollars. Mais on est quand même à 18 milliards de dollars. Hein, oui, mais on peut se permettre d'acheter quand même. Bien sûr. Je veux dire, c'est une volonté politique. Par fierté nationale. C'est une volonté. Je suis tout à fait d'accord. C'est une volonté politique. Mais maintenant, la question est la suivante. Si on dit, voilà, on vous donne 100 millions de dollars. Vous allez acheter un avion, un 787 Dreamliner. Ou si je vous dis, pour les 100 millions de dollars, la location d'un avion, un 737, c'est 240 000 dollars par mois. C'est ce que coûte la location d'un 737. 3 millions par an. Ça fait 3 millions par an. 30 ans pour le... Voilà, c'est le choix qu'il faut faire. Donc si avec 100 millions, eh bien, nous pouvons avoir 400 avions. N'est-ce pas? Pour avoir 100 millions. C'est un choix qu'il faut faire dans l'immédiat. Et lorsque nous atteindrons les 400 millions, à ce moment-là, vous allez générer suffisamment de revenus pour rentrer dans le programme de lease purchase. Sandra Nyangui, RTNC. Monsieur le vice-premier ministre, ministre du Transport et de votre communication, merci de nous associer au fait à cette prise de parole. Alors, je veux parler de ce partenariat. L'État congolais a 51%, les Éthiopiens en ont 49%. Est-ce que pensez-vous que la RDC va tirer dividende de ce partenariat public-privé, sachant que sous d'autres cieux comme au Malawi, ça n'a pas marché avec Congo Ethiopian Airlines. Ils n'ont pas encore recouvré l'argent qu'ils ont dépensé jusque-là. Vous pensez vraiment que chez nous, ça va marcher? Mais le pari, il est là. Et je pense qu'avec une gestion rigoureuse qui est mise en place, ça peut fonctionner. C'est un grand marché, la RDC. Vous le voyez, le nombre de compagnies qui est ici. Et le
taux de remplissage est quand même atteint quand même les 80%. Je crois véritablement que le pari qui est mis là-dessus, on devrait arriver à 8,737 au-delà dans les 3-4 ans à venir et 2 Dreamliner pour faire les vols sur Bruxelles, Paris et Dubaï également, ce qui est prévu. Ainsi que les vols sur l'Afrique du Sud, sur la Tanzanie, sur l'Ouganda, sur le Gabon, sur l'Angola également. Donc c'est un pari, oui, je pense que c'est faisable. Et s'il faut parler du personnel à bord, ça sera, bon, nous savons tous que l'Éthiopie est déjà bien poussée sur le plan aéronautique. Est-ce que la République démocratique du Congo va sortir gagnant? Quand j'ai dit gagnant, je parle du personnel congolais. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Parce qu'ils vont amener tout. Alors je vous parle des recrutements se font sur place. Déjà au niveau du personnel de cabine. Nous avons, avec Ethiopian, nous avons convenu de mettre en place ici un service technique poussé, lequel Boeing va certifier tous les entretiens, tel que ça se fait au niveau pour les connaisseurs, Ethiopian Airlines. Là-dessus, un service d'école de pilotage va également être mis en place. Donc ça va être un apport quand même au niveau de la République, ce partenariat avec Ethiopian. Mais il réussit au niveau du Togo avec Askai. Il a réussi également avec d'autres partenaires là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on puisse faire confiance à la nouvelle gestion au niveau management. C'est pas pour dire que nous laissons tomber Congo Airways, non. Congo Airways a également son objectif de pouvoir également voler et acquérir beaucoup plus d'appareils aussi pour pouvoir inonder également le ciel congolais. Quelle sera la différence entre les deux? C'est Air France et UTA. C'est pourquoi Congo Airways? Pourquoi Air Congo? Pourquoi ne pas avoir fait que Congo Airways, qui a déjà beaucoup de problèmes fonctionnels et structurels, soit reprise en main par l'expertise éthiopienne, comme c'est le cas avec Air Congo aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a de la place pour plus de 2 compagnies aériennes dans ce pays. Je crois qu'on a plus de 53 destinations qui peuvent être et qui doivent être desservies. Et je ne pense pas que ça aurait pris beaucoup de temps d'une seule compagnie de le développer, de mettre toute l'infrastructure, même si vous avez le financement, mais de mettre toute l'infrastructure en place, que ce soit technique, que l'infrastructure au niveau du personnel navigant, du personnel de cabine, l'ouverture des escales également, tout le service qui permettrait de pouvoir assurer plus de 53 escales pour une seule compagnie, c'est beaucoup. Mais quand on voit les premières destinations d'Air Congo, ce sont les mêmes que Congo Airways? Parce qu'il y a une forte demande. Il y a des compagnies aujourd'hui qui font 2 fois les rotations sur les mêmes destinations. Congo Airways, Air Congo. Et qui laissent des passagers surtout. Congo Airways, c'est QC. Air Congo, c'est ET. Pourquoi? L'immatriculation éthiopienne. Ça va être. Est-ce que ce n'est pas Air Congo la prolongation d'Ethiopian Airlines? J'étais d'ailleurs très surpris de voir ou d'apprendre que Air Congo va faire aussi l'international en concurrence avec Ethiopian. Eh bien, c'est pas le concurrent, puis c'est une compagnie congolaise, laquelle nous sommes majoritaires. Là-dessus, nous avons un business plan qui a été approuvé, y compris par le gouvernement, et qui fait en sorte qu'elle doit se défendre, indépendamment, je veux dire, de Ethiopian. Donc ce que je dis, c'est qu'au niveau de Air Congo, c'est un bébé qui est amené à grandir, à devenir une très grande compagnie aérienne, au même titre, je veux dire, que Congo Airways. Plus que Congo Airways, quand même. Et pourquoi plus que Congo? Parce qu'il y a plus d'avions. Ethiopian a plus d'avions. Mais aujourd'hui, ce sont les avions qui sont immatriculés en RDC. L'avion qui est arrivé, oui, Air Congo est arrivé. Oui, directement. Pas ET, hein? Ah non. Il est arrivé ET, mais à la minute qu'il est arrivé, dans l'heure qu'il est, l'immatriculation a changé. Alors il faut des aéroports pour ça, il faut la sécurité aérienne, mais quand nous regardons aujourd'hui la RVA, elle n'est pas vraiment au top de sa forme. Ça fait 20 ans que l'on parle d'un aéroport mythique. Pourquoi on n'a pas un aéroport digne de ce nom? Pourquoi, quand nous arrivons dans ce pays, tous les pays voisins, tous les 9 pays voisins, ont quand même pu faire dans les 10 dernières années des aéroports dignes de leur prestige? Nous, pourquoi on ne parvient pas? Je me rappelle, en 2005, en 2006, on a parlé de cet aéroport. Quel est le dossier pour la construction de l'aéroport d'Indjin? Alors, vous
parlez de Ndjili, moi je vais vous parler qu'on vient d'inaugurer, que le chef d'État vient d'inaugurer l'aéroport de Kisangani Bamboka. Et je peux vous dire que c'est un des plus beaux aéroports, je pense, aujourd'hui, ici de la République. Mais avec la piste qui a été refaite, le tarmac qui a été refait et l'aérogare qui a été faite. Alors que je vous parle, Kananga commence également les travaux sur un nouvel aérogare, la piste également va être refaite et le tarmac être refait. Mbujimai également est en train d'être refait. 300 mètres a été augmenté sur la piste de Mbujimai. Le travaux de l'aérogare également est en train d'être à démarrer. Au niveau de Lubumbashi, je peux vous dire que d'ici le premier trimestre, le président de la République va poser la pierre d'une nouvelle aérogare et qui va amener aussi à de nouvelles pistes également que nous sommes en train de réflexionner. Alors nous parlons, mais également d'un nouveau tarmac là-dessus. Bukavu, Kavumu. Les travaux avec une des sociétés qui a obtenu, avant que j'arrive d'ailleurs, là-dessus, a obtenu donc le contrat pour faire la réfection de Kavumu, l'aérogare de Kavumu. Alors là-dessus, maintenant, vous me parlez effectivement de Ndjili. Je peux vous dire que d'ici le premier trimestre de l'année qui vient, les travaux doivent démarrer sur Ndjili. Avec Milvest. Avec quel contrat? Non, avec une société qui n'est pas Milvest, mais le nom vous sera révélé. Mais au nom de l'aéroport d'Ndjili, il y a eu beaucoup de contrats. Non, je peux vous dire, c'est la volonté, mais vraiment... Des premières pierres posées. Le président de la République met un point d'honneur à ce que ça puisse démarrer. Et je veux dire que je suis vraiment derrière ce projet pour faire démarrer ce projet rapidement. Et j'ai déjà vu les maquettes de ce que sera le nouvel aéroport. Les maquettes, on les voit beaucoup, hein, monsieur. Ah, celui-là, je pense qu'on n'a pas pu le voir. Ce sera la troisième, hein. Ce sera la troisième maquette. C'est possible, mais celui-là, vous n'avez pas pu encore le voir. Alors, avant de passer au transport ferroviaire, deux questions aéronautiques. Pourquoi la RDC n'a pas de matériel pour le contrôle efficace de son espace aérien? Récemment, on a eu le problème avec le Rwanda qui avait brouillé, qui était plus fort que nous. Aujourd'hui, la situation, c'est quoi et la perspective, c'est quoi? La perspective, maintenant, c'est qu'un appel d'offres va être lancé pour acquérir des radars pour couvrir l'ensemble du pays. Là-dessus, il y a 3 grandes sociétés qui se partagent, enfin, qui demandent à pouvoir concourir. Ce sont les grandes compagnies internationales. Ça, c'est une de priorités. Deuxièmement, avec une compagnie sud-africaine, il y a du matériel, notamment volant, qui va arriver pour pouvoir calibrer tous les équipements de navigation, les VOA, les ILS, pour pouvoir s'assurer qu'ils soient bien calibrés. C'est important pour répondre à la sécurité aérienne également et faire en sorte que le degré de sécurité se fait. Des sociétés sont en train aujourd'hui de parcourir les principaux aéroports internationaux pour pouvoir améliorer les aspects sécuritaires au niveau de nos aéroports. Donc ça également, c'est pris en charge. Donc tout ça est en train de se mettre en route. Du matériel est commandé pour le balisage également. Dans les mois qui viennent, plusieurs aéroports vont être balisés. C'est-à-dire les avions vont pouvoir atterrir également de nuit. C'est intéressant pour ne pas bloquer le trafic, que ce soit le fret, que ce soit également le passager. Mais dans les trafics illégaux des minéraux, il existe plusieurs pistes aujourd'hui que l'ARVA ne contrôle. Les avions viennent de l'étranger, atterrissent sur des pistes, prennent des minéraux et repartent. Est-ce que nous avons la capacité de contrôler cela? Est-ce que l'ARVA ou le pays a des moyens de surveillance aérienne à ces niveaux-là? Ce pays est vaste. J'en parle avec mon collègue de l'Intérieur, le vice-premier ministre, parce que c'est à travers, je veux dire, ces services qu'on peut arriver à détecter quelles sont les pistes qui sont clandestines, qui sont ouvertes. Là-dessus, il y en a une dernièrement qui a été découverte, comme vous le savez. Et sur cette question-là, nous devons être très vigilants, effectivement. Et c'est vrai, il y a des avions qui sont clandestins et qui atterrissent, des petits avions généralement, qui atterrissent sur des pistes. Mais lorsque nous sommes informés, nous bloquons ces pistes. Ça, c'est pour le transport aérien. Alors, transport ferroviaire, oui. Direction Matadi. Oui. Mweneditu vers le Katanga. Oui. On parle aussi de l'Obito. Oui. Parce qu'on est incapable, nous, d'amener notre matière première de l'extraction à l'exportation.
Je peux vous dire en tout cas que la liaison ferroviaire entre Kinshasa et Matadi est ouverte. Dans les conditions... Pour le transport de fret est ouvert. Aujourd'hui, régulièrement, l'ONATRA a repris depuis 2 mois, c'était déjà des exigences là-dessus, que l'ONATRA puisse rouvrir et les travaux ont été faits. Ils ont fait des travaux considérables. Aujourd'hui, le train circule entre Kinshasa et Matadi et généralement prend le fret des cimentiers et amène ça sur Kinshasa. Ça, c'est déjà une chose. Et ça fonctionne. Entre Lukala et également, oui. Nous sommes fonctionnels de manière quotidienne. Des travaux ont été faits, c'est... réhabilité, oui, c'est réhabilité. Bien sûr, on n'a pas construit des nouveaux rails. On a réhabilité le rail existant. Ce qu'il faudrait maintenant aujourd'hui, et nous sommes en train de chercher des financements, les études de faisabilité sont faites, c'est pour pouvoir obtenir un nouveau rail entre Kinshasa, Matadi, Matadi-Boma, Boma-Banana, lorsque le port en eau profonde sera opérationnel. Ça va permettre également de pouvoir décongestionner la nationale numéro 1. Vous dites que vous cherchez les moyens, ça c'est combien, cette enveloppe? Aujourd'hui, vous parlez de... Kinshasa-Mwanda. Kinshasa, Matadi Boma, oui, Banana, oui, jusqu'à 1,5 milliard. Et s'il faut parler de trafic ferroviaire urbain, américain. Le train, $1 milliard américains. S'il faut parler de train urbain, nous savons en son temps que le train urbain facilitait quand même désengorger les embouteillages. Je suis content que vous me posiez la question. Mais là, c'est dans un état de délabrement très avancé parce que moi, je suis allé sur place pour voir. Est-ce que vous savez ce qu'on est en train de faire? Le train urbain, c'est même pas de l'ONATRA est en train... disparition. Il n'y a pas, en fait. Il y a des maisons sur les rails. Sur le rail, eh bien, messieurs les journalistes, vous êtes sous-informés. Il y a des choses qui se passent ici que vous n'êtes pas au courant, mais bientôt vous êtes surpris. Ça fait depuis 2 mois que les équipes de l'ONATRA sont en train de travailler chaque jour pour réouvrir le rail entre la gare centrale et Njili. Timidement alors? Eh bien, il vaut mieux parfois ne pas parler trop et parler au moment où c'est réalisé. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'il nous reste 6 km, donc je peux en parler. C'est le plus dur peut-être, notamment au niveau de Pakadjouma ou au niveau du pont de Njili. Là, ça a été fort détruit, mais les travaux sont en train de se perdre là-dessus. Mais après le pont, les choses vont aller beaucoup plus rapidement. C'est pour vous dire que ça, c'est déjà une première nouvelle que je peux annoncer, parce que c'est sûr maintenant. Lorsqu'on a démarré il y a 2 mois, on ne voulait pas en parler, parce qu'on pensait qu'on allait même se heurter à la résistance de la population, des ceux qui ont mis des kiosques sur le côté là où ils travaillent. Il n'y a pas de problème, mais c'est vers Kitambo, c'est au centre. Je vais y arriver. Oui, c'est là. Je vais y arriver. Commençons déjà par ouvrir gare centrale Njili. Et vous serez surpris, la population elle-même, mais n'a opposé aucune résistance et est en train d'applaudir les travailleurs de l'ONATRA lorsqu'ils sont en train d'ouvrir les allées, les rails qui étaient enfouis sur des terres. J'ai des vidéos de pelles chargeuses en train de sortir la boue qui était sur les rails. Donc on est en train de réhabiliter ça, Ensuite, je peux vous annoncer également que l'étude est en train d'être faite parce qu'il faudra exproprier bien sûr entre maintenant la gare centrale et Kitambo. Donc ça c'est un travail. Ceux qui ont construit sur les rails. Mais écoutez, je laisse le travail à la Mineta aux affaires foncières et également au ministre de l'urbanisme qui sont saisis du dossier là-dessus et qui doivent prendre les dispositions assez rapidement pour pouvoir identifier tous ceux qui ont construit illégalement, je veux dire, sur le rail. Nous sommes toujours dans les réhabilitations des choses anciennes. Ailleurs, on parle de tram. Ailleurs, on parle de métro. Mais nous n'avons pas d'ambition. Nous ne faisons que... Alors, lorsqu'on a des ambitions, je peux vous parler de Métrokin aussi. Mais Métrokin, on en parle depuis combien d'années? Ça fait longtemps. Voilà, donc ce qui est faisable et qui va fonctionner, c'est la réhabilitation dans un premier temps, et puis la modernisation. Soyons logiques avec nous-mêmes. Là, on est au train urbain. Excusez-moi, moi, je voudrais qu'on parle plus du Congo. Alors, allons-y. Mweneditu, l'Est de la République démocratique du Congo, ça marche pas aussi bien. On a même vu récemment des photos d'un train qui déraille. Et Lobito, le président, aujourd'hui est en Angola.
une proposition américaine avec les Angolais pour l'exploitation des minerais de la République démocratique du Congo, qui passerait par l'Angola, et ce serait donc l'Angola qui profiterait du service de ce train, plutôt que par le Congo où l'on pourrait créer de nouvelles richesses. Pourquoi Lobito? Pourquoi pas Kolwezi, Mbujimayi, Kikwit, Kinshasa? Oui, je n'ai pas de problème. Mais vous savez que le rail existe jusqu'à Dilolo. Mais alors pourquoi ne pas le réhabiliter? Pourquoi Lobito? Mais pourquoi Lobito? Parce qu'on arrive à Dilolo. Les Angolais ont, eux, ouvert de Lobito jusqu'à notre frontière. Maintenant, le rail qui existait déjà, parce qu'il y a eu la guerre en Angola, il est là, il faut le réhabiliter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'initiative des Américains, pas simplement des Américains, mais également des Européens, sur ce rail est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, un des sujets pour lesquels le président de la République va se rendre, c'est de pouvoir convenir avec les Américains, les Européens, l'Angola, la Zambie et la RDC, qui vont, sur lequel donc, le territoire, le rail va passer. Nous sommes, nous, au niveau de ce rail très avancé, c'est-à-dire que nous avons déjà une pré-étude de faisabilité que nous sommes en train de réactualiser là-dessus. Pré-étude. Pré-étude. Nous sommes en train de réactualiser pour en faire une étude de faisabilité. Là où les Angolais ont déjà terminé le travail, nous sommes à la pré-étude. Non, mais vous savez que ça fait, comme vous avez dit vous-même, ça fait 5 mois que je suis au transport. Mais ce rail-là... Donc, dès que ça sera terminé, avec l'appui, bien sûr, de tous ces États qui souhaitent absolument voir cette possibilité d'évacuation, effectivement, de minerais vers l'Atlantique, je crois que c'est un plus, parce qu'au-delà du rail lui-même qui va se faire, il y a toute une économie qui se crée tout autour de ça. À l'étranger. Mais pas à l'étranger, c'est pas à nous. Même localement, au niveau de l'agriculture qui va se créer, au niveau des services, au niveau, je veux dire, des télécommunications. Les fibres vont passer, je veux dire, tout le long. Donc, il y a toute une économie des stations qui vont se créer tout autour de ça. Donc nous allons profiter également. Et permettre également à tous les miniers de pouvoir avoir d'autres débouchés qu'au niveau de l'Afrique du Sud, qu'au niveau de la Tanzanie. D'ailleurs, la présidente tanzanienne est invitée également aujourd'hui au niveau de ce grand sommet. Monsieur le vice-premier ministre, la stratégie du rail passant par Lobito est perçue par une opinion comme une forme de renoncement à notre propre souveraineté. Parce qu'il y a quelques années, pour pouvoir consolider la force du Zaïre de l'époque, le maréchal Mobutu avait décidé que ne sortiront du pays les minerais que par un port congolais, zaïrois à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par le Katanga et ça sortait par le train jusqu'à Matadi. Alors aujourd'hui, en acceptant que Lobito soit privilégié par rapport à Matadi, on renonce à notre souveraineté, on a pratiquement renoncé à notre propre puissance. Absolument pas. Des études de faisabilité existent également là-dessus. Pourquoi ne pas avoir réhabilité Matadi? Vous savez le coût. Pourquoi? Non. Parce que vous êtes dans la réhabilitation. Hein? Bon, on pouvait quand même réhabiliter. Mais Matadi est réhabilité. Kinshasa, Matadi est réhabilité. Pour les minéraux, parce qu'il s'agit ici des minéraux. Oui. Pour les minéraux, ça prenait la même route et ça allait jusqu'à Matadi. Non, je connais, je sais. Là, et même le temps que ça prenait était inférieur à celui de Lobito. Si on le calcule. Non. En tout cas de l'époque. Pourquoi avoir choisi de faire plaisir aux Américains? Ils nous ont fait pression, ils nous font chanter. Non. Y a-t-il quelque chose que vous ne nous dites pas? Le rail existe. Vous voulez qu'on le laisse pourrir? Non. D'accord. Donc réhabilitons ce rail qui est là. Et celui-ci. Armando Frère, est-ce que vous savez que si nous devons mettre le rail maintenant entre Moulin-Ditu et Kinshasa, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas simplement mettre des rails, c'est mettre également des ponts. Oui. Tout le long des rivières et des longs ponts. C'est ça le travail du gouvernement. C'est ça le développement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais le pragmatisme, est-ce que vous savez le coût de cette opération? Vous l'avez évalué? 4 milliards et demi, bien sûr on a évalué. On a même une étude de faisabilité, 4 milliards et demi de dollars. Pour réhabiliter la voie nationale. Pour créer cette voie là-dessus. Elle existe parce qu'on passait par rail, elle n'existe pas. Le rail arrivait à un niveau, on prenait le bateau. Après ça, vous prenez le bateau et ça prenait... C'était la voie vous me parlez maintenant, je veux dire, d'ambition.
Alors, vous parlez des bateaux également, là-dessus, n'est-ce pas? Alors, ce que je dis, l'investissement aujourd'hui entre Kolwezi et Dilolo, 436 km, si mes souvenirs sont bons, avoisine 650 millions de dollars à 700 millions de dollars, disons. Commençons par ces 700 millions de dollars. Permettons à ce qu'on évacue sur notre terrain, sur notre territoire. On va créer des emplois aussi là-dessus. Et ensuite... Mais ce ne serait vraiment pas comparable à l'autre versant. Parce que à partir des Kolwezi jusqu'à Dilolo et en Angola, c'est l'économie angolaise qui va en profiter. Et d'ailleurs, ce sont les compagnies minières multinationales qui sont installées dans l'interland Katangé qui prennent et qui vont avec... Mais expliquez-moi. Alors, dans l'autre sens, le trajet entre Dilolo et Lobito, je parle de mémoire, doit avoisiner... C'est plus de 1000 km. Non. Ça n'avoisine pas 1000 km. Ça avoisine 350 km. De Dilolo à Lobito. Et chez les 400, oui. Les 400, ça fait 700-800 km. Voilà. Alors, la différence n'est pas très grande. Mais vous pouvez dire également, les Angolais diront aussi que nous en profitons. Au moins pour le Congo, tout le long de ce rail, tout le long de cette voie-là, des économies s'étaient créées, des villages vivaient. Je viens de vous le dire. Je viens de le dire. Moi, je me suis mal exprimé que ce rail-là va faire profiter tout le long de ce rail, une nouvelle économie va naître. Que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des PME, va également s'établir, au niveau des télécommunications. C'est par la route, hein, mais selon Google, c'est 1612 km. Par la route. Par la route. Par la route. D'accord. Transport fluvial. Le fleuve est une autoroute naturelle. On a vu à Abidjan qu'ils ont résolu, on va arriver sur les embouteillages congolais quinois. Hein. À Abidjan, ils ont résolu beaucoup de leurs problèmes d'embouteillage par la lagune. Qu'est-ce qu'on attend, nous, pour utiliser plus le fleuve, pour tous nos transports pour tous nos besoins de transport, parce que apparemment par l'aérien, par le ferroviaire et par la route, il y a beaucoup de problèmes. Dilolo, Kolwezi, 436 km. Kolwezi de Moubachi, 329 km. Ok. Ah, ça c'est le côté, oui. Moi je parlais de Dilolo jusqu'à Lobito. De Dilolo jusqu'à Lobito. 1600. Oui. Les deux voies sont pratiquement la même chose. Mais à la différence que celle-là, elle est au Congo. Voilà. Le fleuve. Oui. Le fleuve. Alors je vous parle... on a traité en train de construire 4 bateaux parce qu'on veut relancer sur le fleuve le transport de passagers là-dessus. Et vous êtes, parce que je suis ces travaux qui ont été initiés à la demande du président de la République, je vois les travaux, je vois les coques en train de se faire construire. D'ici février, 4 nouveaux bateaux vont sortir pour le trajet qui va aller jusqu'à Kisangani, qui vont passer également par la rivière Kassai et qui vont aller au-delà de ça. L'objectif, c'est d'arriver à une centaine de bateaux. Ces bateaux coûtent 250 000 $ là-dessus. Ça va transporter entre 180 et 200 personnes, d'autres bateaux jusqu'à 350 personnes. Ça, c'est en construction. Deuxièmement, il y a un travail important qui doit se faire également, c'est le dragage du fleuve. Et le balisage. Et le balisage, là-dessus. Ça va de pair. Et ça également, nous sommes en train de lancer des appels d'offres pour l'acquisition de dragues là-dessus et de sociétés également qui vont faire le balisage. On réveille la CVM? La CVM, elle n'est pas morte, hein, mais elle est là. Mais là, sur le fleuve, c'est l'RVF. RVF, oui. Et la CVM, c'est sur le bief entre Matadi, Boma, jusqu'à... C'est bien d'acquérir plusieurs bateaux. Du côté sécurité, plusieurs fois, nous avons vécu les naufrages et il n'y a pas de contrôle sur ce point. Vous avez évoqué le transport des passagers. Dernièrement, à Bukavu, il y a eu naufrage. Vous-même, vous avez lancé les travaux pour la sécurité, pour le suivi et tout. Où est-ce que vous en êtes? Eh bien, où est-ce que vous en êtes, c'est que vous avez suivi toutes les mesures qui ont été prises là-dessus. Aujourd'hui, je peux vous dire que depuis
depuis 2 mois que ces mesures ont été prises, il n'y a pas un jour où les commissaires fluviaux n'interceptent pas et ne saisissent pas des bateaux, qui ne répondent pas aux normes, qui sont surchargés, et surtout lorsqu'on trouve des bateaux avec des passagers sans gilet. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la leçon a été bien comprise parce que je reçois les vidéos, les photos systématiquement au niveau du transport fluvial. Les personnes ont compris et les passagers en tout cas naviguent avec des gilets et ça j'en ai la preuve. En Bukavu ou bien je vous dis partout. Non, ne rigolez pas, c'est très sérieux ce que je vous dis. J'ai des photos. Si on avait le temps ici, je vous montrerai les photos là-dessus. Et bien vous savez qu'à Mbandaka, demandez le nombre de bateaux qui sont saisis là à Mbandaka aujourd'hui, je vous parle, à Maluku, vérifiez. Faites une enquête en tant que journaliste, vous allez voir. Moi j'ai les vidéos là-dessus. Je vois les bateaux. Il y a eu encore un cas de naufrage, c'était du côté de Minova. Vous avez peut-être appris ça, qu'un bateau a coulé avec des minerais. Qu'est-ce qui a sauvé, je veux dire, les passagers? C'est parce qu'ils avaient tous des gilets. Sinon, ils seraient tous morts là-dessus. Non, on est très sévère sur cette question. Les commissaires fluviaux ont des instructions précises. Beaucoup ont été révoqués. Et aujourd'hui, il y a plusieurs capitaines de bateaux qui se trouvent au parquet. Et des bateaux qui sont saisis ici. Mais nous savons tous, lorsqu'il y a des mesures, 2 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on suit, et puis à un moment donné, il y a une léthargie. Mais vous pensez vraiment que dans le fin fond de la République, je prends Kisangani vers Mbandaka, Équateur, dans les fins fonds, est-ce que cette mesure-là sera Mais vraiment cette mesure, vous appelez le commissaire fluvial à Mbandaka. Vous lui posez la question, combien de bateaux ont été saisis à Mbandaka depuis 2 mois? Je peux vous dire, il n'y a pas moins d'une 50aine. Mais on les saisit parce qu'ils n'ont pas de gilet. Parce qu'ils sont surchargés. Oui. Surchargés. Vous voyez des bateaux dont la coque arrive quasiment à 15 cm du niveau de l'eau. J'ai des vidéos là-dessus. Vous voyez des coques et des personnes qui sont, je veux dire, à proximité, ils pourraient tomber dans l'eau. Mais ça, ces bateaux sont saisis et les capitaines sont interpellés au niveau du parquet. Il y a des bateaux, mais il y a des barges qui sont... Je parle également des barges. Je parle surtout des barges. Il y a énormément de personnes qui... Faites votre enquête, on va vous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de tolérance à ce niveau-là. Il n'y a pas de tolérance, certes, mais il y a aussi beaucoup de colère parce que les gens se disent du jour au lendemain imposer ce genre de décision, notamment pour les gilets. Non, je comprends que la sécurité soit un problème, mais imposer des gilets sans importer ces gilets, ça peut poser problème pour ceux qui ont toujours vécu de ça et qui ne vivent que de ça. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Pour moi, la vie humaine, même une personne, ça fait beaucoup. Alors, les personnes, effectivement, disent oui, mais on n'est pas prêt. Mais le jour qu'un bateau encore va sombrer et qu'il va y avoir des morts, on va reprocher à qui? Mais au ministre du Transport. Voilà. Donc, il n'y a pas il y a tolérance zéro. Ça doit être appliqué et pour tout le monde. Mais vraiment pour tout le monde. Mais le ministère des Transports s'organise pour qu'il y ait plus de gilets, pour qu'il y ait plus de mise à niveau de tous ces barges, de tous ces bateaux. Il doit avoir des assurances. Le contrôle de ces embarcations, techniquement, doit avoir lieu. Les surcharges également sont interdites. Et le port du gilet est vraiment primordial là-dessus. Parlons de la route, le permis de conduire. Enfin, alors, c'est quoi? C'est le privé qui œuvre pour l'État. C'est un véritable permis de conduire. Et première question, je commence là. Pour avoir le permis, il faut passer l'examen. Oui. Vous l'avez passé, vous? Oui, je l'ai passé. Vous avez passé quel examen? Ça s'est passé comment? Parce qu'on voit le vice-premier ministre recevoir son permis, oui, mais on ne le voit pas prendre des cours. Mais attendez, vous passez l'examen? Est-ce que vous savez quel âge j'ai commencé à conduire, j'avais 18 ans. Comme beaucoup d'automobilistes aujourd'hui. Oui, et pour vous dire, j'ai passé mon permis d'abord en Belgique. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, là, pour avoir le permis congolais, vous avez passé le permis? Alors, je vais vous expliquer. Là-dessus, j'ai passé le permis et il y avait, je crois, 15 caméras là, en face, lorsque je passais le permis. J'étais devant la tablette et je répondais aux 20 questions, à choix multiples. Et j'ai eu 18 sur 20.
Parce que, d'ailleurs, il y a une caméra qui est venue et qui a... c'est limite, hein. Normalement, c'est... Oui, il faut 60%, il faut 12%. Oui, là-dessus. Et une caméra est venue, elle peut témoigner. Il y a les images là-dessus. Ensuite, des images aussi où j'ai fait le test pratique. Là-dessus. Avec un examinateur, et vous savez que dans tous ces véhicules, il y a une caméra qui est mise pour justement qu'on évite qu'il puisse y avoir de la complaisance. Okay. Donc il y a des images qui existent où j'ai passé, je veux dire, le permis et également le test pratique. Ça va tenir ça. Regardez le nombre de demandes. Mais vous savez, j'ai comme l'impression que le nombre de demandes, surtout le nombre de voitures, le nombre d'examinateurs. C'est l'expérience vécue au fait qui nous font. Mais je peux vous dire aujourd'hui, nous avons un permis qui est biométrique avec puce là-dessus et je sais qu'aujourd'hui et que demain, il y a toute une série de permis qui vont sortir. C'est-à-dire des cartes qui vont être remises à des personnes qui ont passé leur permis hier, avant-hier. Combien d'examinateurs avez-vous mis dans le... Là-dessus, à un seul endroit. Ça se passe à un seul endroit. S'il vous plaît, monsieur Willy. Ça a été lancé le 25 novembre. On a pris quand même le soin de vérifier que tout le système se passe bien, et je peux vous dire que tout le système se passe bien. C'est-à-dire, vous prenez votre formulaire pour passer le permis auprès d'une banque, ici de la place, vous payez là-dessus pour avoir le formulaire, vous allez ensuite dans un centre, notamment pour l'instant il y a le centre de l'eau, mais nous avons le centre également qui va s'ouvrir là, d'ici la semaine prochaine au niveau de l'Éthiopie. Il y a 2 autres centres qui sont déjà constitués, oui, voilà. Qui sont là. Déjà ici à Kinshasa, nous allons étendre ça, ils existent, ils vont être ouverts, et à l'intérieur du pays, il y a plusieurs villes qui sont déjà prêtes, c'est-à-dire Matadi, Lubumbashi, Goma, Kisangani, et alors, et également, enfin je ne veux pas les citer également, c'est tous les territoires, les provinces d'abord, les chefs-lieux vont avoir leur centre. Nous sommes en contact avec les gouverneurs qui nous ont trouvé, je vois, des installations pour mettre tous les équipements qui existent déjà. Donc c'est très simple, vous y allez, vous êtes devant une tablette, vous vous inscrivez, vous mettez vos empreintes digitales, on vous fait la photo, vous allez devant une tablette, sur une table, et vous avez une dizaine. On ne pourra pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais d'embouteillage. Oui, mais si je vous ai montré également... Non, j'ai bien compris, mais là-dessus, vos 19 routes seront réparées. Madame vient juste de dire aujourd'hui que oui, quand on descend de Kananga, on mettait à cette heure-là 2 heures, parfois, oui, 2 heures pour descendre 2 heures et demie. Vous mettez la moitié du temps aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, vous dites que vous avez trouvé la solution, beaucoup de routes secondaires. Toutes ces routes, ces travaux seront terminés à quelle échéance ? Mais je le dis ici, ce que les constructeurs nous ont dit, ils vont s'y mettre jour et nuit. Donc je pense que dans les 2-3 semaines, les choses devraient... Semaine, oui, mais vous allez voir les différences. Lorsqu'ils travaillent jour et nuit, ils terminent un travail, ils terminent de réparer des trous, et ça va aller crescendo. Malheureusement, on n'a pas vraiment accès, excusez-moi, là c'est une attaque personnelle, oui. On n'a pas vraiment régulièrement accès à la parole de Jean-Pierre Bemba, à la parole officielle de Jean-Pierre Bemba. C'est intéressant de vous revoir dans les 2-3 semaines. Oui, ben, pas de problème. Pas de problème. Oui. Ici se clôture, je crois qu'on a tout dit sur le transport. Autre chose à ajouter peut-être ? Parlons de la gestion de la République, encore que le transport, ce soit aussi la gestion de la République. Parlons politique, plus politique politicienne. Est-ce que vous êtes encore Union Sacrée ? Si oui, comment avez-vous vécu tous les revers de votre parti, le MLC, élections dans les parlements, nomination ou avec peut-être la FDC, le MLC a beaucoup dit, ou s'est beaucoup senti comme le parent pauvre de l'élection présidentielle. Oui, bon, je ne veux pas revenir sur le passé, mais tout le monde n'a pas joué franc jeu. Ça, c'est clair. Là-dessus, je ne citerai pas de nom, ni de parti, ni de personne. Je pense que tout le monde sait exactement ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Cela dit, il faut regarder l'intérêt général au niveau du pays. Là-dessus, c'est ce que je dis au niveau du parti. Il faut regarder
l'avant. Maintenant, il y a tous les postes au niveau des bureaux, tant de l'Assemblée qu'au niveau de... Les personnes sont là et elles vont faire leur travail là-dessus. Il y a des commissions qui ont pu, au niveau du parti, être responsabilisées. Je pense que on ne peut pas tous être président, je veux dire, de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou vice-président. Nous espérons que le travail va se faire, c'est ce que nous souhaitons. L'union sacrée, il existe là-dessus. Il y a bien sûr, comme dans toute famille, il peut y avoir des tiraillements, mais ça existe. L'union sacrée existe. Et nous devons tout faire pour continuer à faire exister l'union sacrée. Oui, le MLC je voulais savoir pourquoi le MLC a rejoint l'Union sacrée. Est-ce justement pour le poste, pour faire allusion, ou c'est vous partagez réellement les mêmes visions? Mais est-ce que vous savez, vous savez ce qu'est l'Union sacrée? Et vous savez comment est née l'Union sacrée? Dites-nous. Dites-nous. Vous savez que l'Union sacrée, c'est une initiative, à un moment donné, du chef de l'État. Lorsqu'il a appelé des leaders politiques, certains leaders politiques, qui les a reçus et qui a conversé avec lui et qui lui a donné une nouvelle vision qu'il avait au niveau de l'organisation politique dans ce pays. J'ai été appelé. J'étais à Guémena et il m'a fait venir. Et nous avons parlé longuement. Il a parlé longuement également avec d'autres leaders aussi. Il a fait un discours, je crois que c'était le 10 décembre, là-dessus, pour changer les choses, pour faire la rupture avec ce qu'était le cash FCC. Et si vous vous souvenez de ce discours du 10 décembre 2020 ? Oui, exact. Ça correspondait, mais vraiment à la vision que nous avions de ce pays. Si on reprend ce discours là-dessus. Et c'est pour ça que, en tout cas, nous avons adhéré avec le MLC, j'ai adhéré avec le MLC, dans cette vision qu'il avait. Et ensuite, il a fallu construire l'Union sacrée. Le président s'est mis en place, on a fait des réunions avec l'ensemble des membres qui ont adhéré au niveau de l'Union sacrée. Et on a préparé les élections au niveau de l'Union sacrée, bien sûr présidentielle, les législatives, les provinciales, là-dessus. Avant ça, d'abord, une nouvelle assemblée, une majorité au niveau de l'Assemblée nationale a été constituée également au niveau du Sénat aussi. Il y a des acteurs qui ont été changés au niveau des bureaux. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que, parce que le bilan de l'Union sacrée, ce sera aussi votre bilan? Oui, mais ce sera le bilan de tout le monde. Mais vous assumez le bilan aujourd'hui? Mais oui, mais tu sais, le problème c'est que j'assume, et je veux vous dire que tout le monde veut voir, et je veux y aller maintenant, tout le monde veut voir le négatif de ce qui se passe. Le premier mandat du chef de l'État, qui a commencé avec le FCC Cash, et c'est terminé de la manière dont vous connaissez. Et pourquoi lui-même, le chef de l'État, dit ça ne peut plus continuer là-dessus. Mais prenons maintenant dans les réalisations de ce pays. En 5 ans, le budget de l'État est passé de 5 à 16 milliards de dollars. 3 fois. Est-ce que beaucoup de pays peuvent se vanter d'augmenter le budget? Deuxièmement, le chef de l'État a décidé de pouvoir mettre en place la gratuité au niveau primaire. Ce sont des enfants, et ça nous l'avons vu parce que j'ai sillonné pour les élections plus de 33 localités. Et j'ai eu l'occasion de poser la question. Si la gratuité au niveau des frais, au niveau primaire est effective, et c'est effectif, qui est le président de la République dans ce pays qui a pu mettre ça en place, qui a pu faire bénéficier les enfants de la gratuité au niveau primaire des frais? Là-dessus. La couverture santé universelle. Pas encore appliquée, attention. Ah, si. Moi, en tout cas... Pour l'accouchement. Bon.
Non, là, je parle de l'accouchement. C'est ça, oui, vous m'avez stoppé. Je parle de l'accouchement. Oui, mais quand même. Les mamans aujourd'hui peuvent accoucher là-dessus, gratuitement. À Kinshasa, à Lubumbashi, pas partout non plus. Hein. Je vous dis que j'ai été dans des territoires et j'ai chaque fois posé la question. À Gemena, c'est gratuit? J'ai posé la question, à Gemena, c'est gratuit. Là-dessus. J'ai fait pratiquement tous les territoires du niveau de l'Équateur. J'ai été jusqu'à Mahagi, jusqu'à Bunia. On s'est arrêté du côté de Inongo, au niveau de Maindombe, au niveau de Nyoki que nous avons fait. Nous avons fait Kiri également. Nous avons posé la question systématiquement. Le programme des 145 territoires. Réalisé à 30% selon la première ministre. Très bien. Réalisé à 30%. Savez-vous combien d'édifices scolaires, sanitaires ou administratifs ont été construits? 731. 731. Ça veut dire 414 écoles primaires ont été construites. 269 centres de santé et 48 bâtiments administratifs. Qui est le président qui a réalisé ça dans ce pays? Il y a encore beaucoup à faire. Qui ça? Il y a encore beaucoup à faire. Non, mais madame, j'ai même pas fini. C'est comme si vous me disiez que j'ai dit que c'est terminé, le président a terminé. J'ai dit non. Ça veut dire que ça a été fait et c'est en train d'être fait. Là, j'ai eu le privilège d'accompagner le président du côté de... oui, mais avant ça, du côté de Kalemi. On a été visiter un hôpital à 30 km de Kalemi. Et le président a tenu y aller personnellement. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si ça a été bien rendu. Dans cette localité-là, dont le nom maintenant m'échappe, mais on peut retrouver ça. On a vu les images. Les femmes devaient faire 30 km. Et la route, je vous dis, on a fait la route. Elle est terrible, exécrable. La route en terre, là, qu'on a fait. Eh bien, cette même route-là, les femmes devaient faire ça à pied pour aller accoucher à Kalemi. Et souvent, elles accouchaient en plein milieu de la route. Vous aviez un bras cassé, une appendice, vous deviez faire ça et vous pouviez même y laisser même votre vie souvent. Aujourd'hui, ces populations, vous pouvez voir dans leurs yeux la reconnaissance qu'elles avaient vis-à-vis du président. De dire qu'ils ont un plateau là, et selon le ministre de la Santé qui était là aussi, qui est encore plus performant, je veux dire, qu'à Kalemi. Et ça, c'est les choses que les gens ne parlent pas. On préfère critiquer et insulter le président tant par des politiciens en costume qu'en robe. Et je trouve que là, il faut à un moment donné qu'on se dise les vérités. On ne peut pas continuer comme ça à manipuler la population, à mentir à la population. Des choses se font. C'est vrai que c'est un grand pays. C'est vrai que ce n'est pas 414 écoles qui doivent suffire. C'est vrai que ce n'est pas 269 centres de santé. C'est vrai. Mais ça continue à se faire et ça va continuer à se faire. Vous avez parlé d'Europe, tous les signaux ne sont pas en rouge? Au niveau du Congo, la RDC, pour parler des hommes en robe, est un pays en faillite, n'est pas un pays en faillite? Ce n'est pas un pays qui est en faillite. Loin de là. Le travail qu'il est en train de faire pour relancer, pour remettre à niveau. Regardez aujourd'hui le travail qui a été fait pour pouvoir, avec les 6 communes, 6 milliards de dollars qui a pu être remis au niveau du crédit pour la RDC, principalement pour la construction des infrastructures. 6 milliards de dollars. C'est un travail qui a été fait. L'ancien, je veux dire, régime, bon, je ne sais pas comment ils avaient géré, je veux dire, ce contrat chinois, mais ça a été remis en route. Beaucoup de gens pensent que Jean-Pierre Bemba a beaucoup changé. Ce n'est pas le Jean-Pierre Bemba que nous avions connu à l'époque. Il a perdu un tout petit peu de son agressivité, de son charisme, parce qu'il encaisse tout. Il encaisse tout, il justifie tout. On peut lui prendre même le pain à la bouche, il laisse faire. Et aujourd'hui, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un début des retraites? Jean-Pierre Bemba ne pouvait pas laisser passer quelque chose qui ne lui plaisait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Quand vous entendez cela, on dit que vous avez beaucoup changé. Vous n'êtes plus aussi agressif. Mais monsieur, ça c'est vous qui le dites. Hein. Vous justifiez énormément votre alliance, quand bien même ils ne sont pas loyaux avec vous, réglo avec vous. Écoutez, pourquoi une petite colère sur la table peut arranger les choses? Écoutez, je ne veux pas vous dire les rapports que j'ai avec dans le Présidium, avec les autres membres et avec le chef de l'État qui est le président du Présidium. Je connais sa pensée, je sais ce qu'il dit et je sais ce qui se fait. Donc, comme je vous dis, le plus important, c'est que les institutions soient en place là-dessus et que nous y allons et que le programme du gouvernement puisse être mis en place. Ça, c'est le plus important. Maintenant, vous croyez qu'on peut me prendre le pain de la bouche, alors je crois que vous me connaissez mal. Mais alors, vous reconnaissez que vous êtes beaucoup plus calme qu'avant. Vous me connaissiez peut-être, vous allez me dire comment j'étais. Le chairman. Mais vous allez me dire comment j'étais. Alors, de plus d'ambition. Aujourd'hui, est-ce que Jean-Pierre Bemba n'a plus cette ambition, par exemple, candidat 2028? Mais, d'abord, c'est une décision qui doit être prise à un moment donné. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, en 2024, vous pouvez savoir en 2028 comment vous allez prendre votre décision. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois que là, je suis vice-premier ministre chargé des transports, communication et des encadrements. Vous avez parlé de toute une série ici de dossiers qui sont sur la table. Et je pense que c'est ça qui m'occupe. Et je veux réussir dans ces dossiers-là. C'est la chose qui m'occupe pour l'instant. Qu'on vous attaque par vos alliés, qu'on vous prenne ce que vous avez en même temps légitimement gagné, vous avez développé une résilience au choc. Non, c'est pas c'est étonnant quand même. Je ne pense pas que vous devez... bon, c'est une perception, ça fait longtemps que je vous ai vu. Hein. Oui, la dernière fois qu'on a fait l'émission, il y a 15 ans même. Oui, voilà, donc... mais moi, je vous dis quand même... Il y a 15 ans, on était dans un autre contexte là-dessus. Aussi, quand même. On était dans un autre contexte là-dessus. On sortait, je veux dire, de 5 ans de guerre. On était en face des ennemis qu'on combattait hier et on était très vigilants. Oui. Aujourd'hui, on est en face, je veux dire, de personnes qui sont civilisées. Bien sûr, il y a des choses qu'on pourrait parler, mais ce n'est pas ici le lieu nous a parlé. Nous parlons ça, je veux dire, dans la famille et nous en parlons ouvertement. Et je peux vous dire qu'avec les personnes du Présidium, si vous leur demandez, il m'arrive de ne pas être tendre. Le Présidium existe toujours, hein? Oui, bien sûr. Toujours avec l'ancien président de l'Assemblée qui est deuxième vice-président, l'ancien président du Sénat qui est deuxième vice-président du Sénat, le nouveau président... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont ajoutés. Hein. Non. Madame Souminois est dans le Présidium maintenant, comme Premier ministre? Non, ça n'a pas changé, le président. Celui qui est là-bas. Je reviens à ma question. Vous ne l'avez pas pris peut-être de mon entendement, hein, du bon sens. Les ambitions de Jean-Pierre Bemba, candidat 2028, vous avez dit c'est trop tôt, mais aujourd'hui, peut-être avant l'heure, on est en plein dans un débat qui pourrait, selon certains, faire que Félix Tshisekedi rempile en 2028. Qui a dit ça? L'opposition dit... Mais vous avez suivi son discours Oui, mais l'opposition dit aujourd'hui que tout est manœuvre pour pouvoir changer la Constitution et pouvoir se représenter. Est-ce que vous êtes pour ou contre révision ou changement de la Constitution? C'est bien que vous posiez cette question. Vous savez, je suis un des acteurs en 2003-2006 qui a participé à la réunification de ce pays, la réunification des armées, des administrations. On sortait, je veux dire, de 5 années de guerre et il fallait, dans cette réunification, mettre en place une constitution. Il y avait 3 composantes, il y avait des entités également, la société civile également qui participait. Mais ces 3 entités composantes, qui étaient ceux que vous connaissez, étaient ceux qui ont, je dirais, favorisé et poussé à la mise en place donc, de cette constitution. Il y avait des particularités que
nous avons dû accepter. Il y a des consensus qui ont été faits. Rappelez-vous, il y avait d'abord Sun City 1 et ensuite Sun City 2. Une des composantes n'a pas voulu participer. L'accord global et inclusif. Il a fallu maintenant aller à Sun City 2. Et il y a des composantes qui sont venues, bien sûr, avec des exigences. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne comprends pas pourquoi, de quoi les gens ont peur, en fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du président. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, de la Constitution, et qui est prévu de la Constitution, c'est la révision. Et je vais vous donner ce que je pense. Moi, je vois, à mon niveau, quatre articles qui pourraient nous aider à évoluer. Et certainement qu'il faut attendre que le président de la République a dit qu'il va mettre en place une commission. Et je dis, de quoi a-t-on peur? Laissons cette commission être mise en place, mais je pense qu'il y a des articles sur lesquels on doit pouvoir discuter. Lesquels? La question de l'article 10. Sur la nationalité congolaise, qui est exclusive. Exclusive. Une est exclusive et qui ne peut pas être détenue concomitamment là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui ont dû quitter le pays, pas par leur volonté, soit parce qu'il y avait la guerre, soit parce qu'il y a eu des problèmes politiques, et qui ont été, parce que pour ne pas devenir apatrides, ont été contraints de prendre une autre nationalité où ils sont installés. D'abord en demandant le titre de réfugié, et qui ne permet pas que vous soyez réfugié, et puis vous allez à l'ambassade prendre un passeport là-dessus. Et qui sont devenus la nationalité, le passeport, je veux dire, du pays dans lequel ils sont installés. Mais qui ont certainement de cœur, sont toujours congolais. Oui, mais ça, il ne faut pas un changement de la Constitution. L'article 10 peut rester en l'état, il est exclusive, mais dans le code de la nationalité, on va, sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, dire celui qui a la nationalité congolaise d'origine ne peut pas la perdre, sauf s'il décide de la perdre. Mais si on passe à la double nationalité, il y a le danger des voisins. C'est ça la crainte depuis toujours. Mais est-ce que ce débat peut avoir à un moment donné lieu ou pas? Parce que vous pouvez mettre des restrictions aussi dans ce débat. Donc, exemple pour dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en discuter? Moi, je dirais, là-dessous, sur cette question-là, arrêtons de nous voiler la face. Vous avez même dans les institutions aujourd'hui, et je ne citerai le nom de personne. Pas vous. Non, je ne l'ai pas. Non, je posais la question. Non, mais vous pouvez y aller. Je suis tout à fait tranquille là-dessus. Oui. Ah oui? Ah bon? On a parlé de portugais. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez y aller, l'ambassade est là, vous leur demandez, ils vont vous répondre. Excusez-moi d'avoir posé la question. 4 articles. Premier article, l'article 10. Le 13. Article 13. Vous savez, il y a le 13 et le 51. On a introduit les notions de qu'il ne faut pas de discrimination, que nous sommes tous égaux, la race, les minorités culturelles. Dans le 51, on parle de promouvoir bien sûr la coexistence des groupes ethniques et de la protection des minorités. Il y a cette affaire qui avait été introduite à l'époque de la spécificité sur les minorités qu'il faut faire très attention. Je ne suis pas contre, mais je dis simplement que ce qui me concerne, et je l'ai dit au moment à mes délégués en tout cas, parce que je donnais les instructions sur ces questions-là, si certains pensent qu'il faut absolument protéger et qu'il y a des notions de minorité, ça ne veut pas bloquer, je veux dire, la mise en place d'une nouvelle constitution. Mais moi, je disais déjà à l'époque, pour moi, il n'y a pas de minorité ethnique. Il y a plus de 450 ethnies dans ce pays. Il y a toutes les ethnies, alors sont minoritaires. Mais aujourd'hui, tous nos problèmes, c'est parce qu'il y a un pays voisin qui mais moi, je dis qu'il faut trouver le droit de protéger ces minorités. Mais ça, c'est le discours, et je ne veux pas rentrer là-dedans. On pourrait avoir d'autres débats, c'est un discours. Mais je dis, nous, RDC, aujourd'hui, peut-on confirmer qu'il y a des minorités, quelles qu'elles soient, au niveau des tribus? Est-ce que ça, ce sont les choses qu'on peut nous convenir et en discuter là-dessus au niveau de la Constitution? Il y a la question également à l'article 198, sur le choix de désignation de l'élection des gouverneurs de province, des sénateurs. Je suis très choqué de la manière, et vous le savez, la manière dont on devient gouverneur dans certaines provinces et sénateur.
là-dessus. Est-ce que on va continuer comme ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire le contraire de ce que nous voulons tous? Alors, sur cette question-là, est-ce qu'on ne peut pas nous mettre d'accord pour dire que les gouverneurs soient également élus au suffrage direct, issus d'un parti? Est-ce que vous trouvez normal que vous avez les sénateurs qui sont issus d'aucun parti politique, lequel vous savez qu'il faut passer par des députés provinciaux, qui eux sont issus de partis politiques, et vous sortez sénateur? On ne se pose pas la question comment? Vous trouvez normal que des gouverneurs qui ne sont pas membres d'un parti politique, donc ne sont pas élus, qui devraient être élus par les siens d'abord, et pour faire le consensus avec d'autres, mais ils sont issus d'aucun parti politique. Mais les indépendants existent aussi. Oui, il y a les indépendants, des cas comme ça d'indépendants. Enfin, lorsque vous dites que vous êtes dans un parti politique, c'est pour concourir au pouvoir, à tous les échelons. Et vous vous retrouvez comme ça, dans des jeux parfois, dont vous savez lesquels, où vous êtes sénateur, vous ne participez pas, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, vous êtes gouverneur, vous n'êtes pas membre d'un parti politique, et vous retrouvez gouverneur, vous retrouvez sénateur. Mais ça, je trouve qu'il faut que nous mettions d'accord pour changer. Et il n'y a pas 36 manières de changer ça. Il faut passer par une révision de la Constitution. Attendez, mais vous avez dit 4 articles à réviser. 10, 13, 51... En ce qui me concerne, je ne dis pas que j'ai la parole à vue. Moi, je dis que cette commission-là, nous verserons au niveau de la commission ce que nous pensons être nos inputs. Et il appartient maintenant, je veux dire, à ces experts qui viendront de tous bords. Oui, mais que pensez-vous de ceux qui, ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, qui estiment que cette Constitution a été conçue et pensée, et d'ailleurs les cheminements même de sa production a été dévoilé, conçu par les étrangers, et que le Congo a besoin d'une nouvelle constitution qui va fonder sa légitimité et son authenticité. C'est une pensée qui se développe aujourd'hui. Et pour satisfaire les belligérants, pour être compris. Voilà, donc, j'ai encore la parole, je peux poser une question. Vous avez été à Sun City et vous êtes de ceux qui ont mis en place ce qu'on a appelé les pactes républicains. En pensant que ces pactes-là, est-ce que ces pactes-là peut-il survivre à cette révision de la Constitution? Pour ceux qui ne le savent pas, le pacte républicain voulait que, comme nous sommes des belligérants et que nous mettons fin à la guerre, alors désormais, personne ne peut faire de mandat. C'est quelque chose qui n'est pas écrit, mais c'est un agreement gentleman. Donc vous avez été là, vous avez signé ce pacte républicain. Alors donc je pose donc ces deux questions sur l'origine de la Constitution et sur le pacte républicain. L'origine de la Constitution, vous parlez celle de 2006? Oui, bien sûr. Mais c'était les trois belligérants qui se sont mis d'accord, bien sûr la société civile a participé là-dessus aussi, pour pouvoir rédiger cette Constitution. Et ce n'est pas un secret, vous le savez, il y a eu des experts étrangers qui ont fait ça, et pas des moindres. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a eu des... On parlait même qu'elle aurait été même approuvée par le Parlement belge. Je n'irai pas jusque-là, mais je sais qu'il y a des grands experts internationaux, des grands fonctionnaires de l'État internationaux qui nous ont aidés comme experts dans l'architecte de cette Constitution. Pardon ? C'était pas un dictat ? Non, c'était pas un dictat. Mais en tout cas, bon, je veux dire, on s'est mis autour d'une table. La Constitution, c'est aussi un travail de spécialistes, qu'on appelle ça le droit constitutionnel, et des constitutionnalistes. Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc on a eu des amis à ce moment-là qui voulaient aider et qui pensaient aider. Mais ça a été voté par qui en fin de compte? Par les Congolais. Oui. Pacte républicain. Et le pacte républicain était un pacte qui disait qu'à un moment donné, aujourd'hui, il faut qu'on fasse table rase et qu'on puisse penser à l'avenir de ce pays. Et qu'on se mette tous autour d'une table pour pouvoir arriver. Et l'objectif, c'était quoi? C'était d'abord de refaire l'État congolais qui n'existait plus. Là-dessus. En refaisant l'État congolais, il fallait qu'on puisse se choisir et aller vers ce qu'on appelle les élections, qui devaient intervenir dans les 2 ans normalement, mais on avait prévu dans les accords qu'on pouvait prolonger, je veux dire là-dessus, et qui a fait 3 ans. Mais parmi les articles qui pourraient vous intéresser, il y a celui qui concerne les 2 tours. Ça ne vous intéresse pas? Mais ce sont des choses également qu'on peut reparler, puisqu'il y avait le 2 tours en 2006. Ensuite, l'ancien président a révisé
révisé et passé, je crois, en 2011. 2011 là-dessus. Mais je veux dire que c'est tout un débat qu'on peut avoir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il est passé à un tour? On dit que c'est pour les raisons financières. Bon, est-ce que ces raisons financières existent toujours? C'est possible. C'est tout ça qu'il faut voir. Vous avez bénéficié du second tour. Oui, bien sûr. Ça a été... Et nous avons gagné d'ailleurs. Enfin, vous le savez. Enfin, en tout cas, la CENI a dit que... Oui, mais attendez, soyons sérieux. La CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé non. Le président Kabila comme vainqueur. Vous savez, juste après, quand j'ai quitté le pays en 2007, j'ai rencontré certaines personnes au niveau de l'Europe qui m'ont donné les vrais résultats et qui m'ont dit ce qui s'est passé. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant. J'écrirai à un moment donné. La constitution de 2006, c'est la constitution des belligérants qui a fait la part belle au chef de guerre, disent certains. Exemple, à l'époque, c'était pour soit pacte républicain, soit pour empêcher que certains, ou pour faire que certains signent sans crainte de poursuites futures, cette constitution qui crée des personnes qui sont au-dessus des lois, des chefs d'institution, qui ne peuvent pas, après avoir travaillé, être poursuivis en justice. On ne va pas citer des cas, il y en a un emblématique, hein, on a souvent parlé des cas emblématiques. Vous n'avez pas peur que cela aussi ne vous profita plus? Écoutez, je suis étonné que vous doutiez à mon niveau que je pourrais craindre la moindre chose. Non, je parle de ces avantages de l'ancienne constitution, de l'actuelle constitution, pardon. Mais je crois justement, alors, c'est que la question que vous posez mérite une réflexion. Mais elle va se faire où? À travers cette commission. Je comprends, mais pour vous, il faut d'abord qu'on réfléchisse. Il n'y a pas une option qui est élevée. Ce n'est ni la révision, ni les changements, mais la réflexion. Mais le président a été clair. Il met en place une commission qui va être composée de personnes de tous bords. Et ces personnes vont réfléchir. Mais je crois que chaque parti, la société civile, va pouvoir mettre en place ces réflexions et les verser de la commission. J'imagine pas que la commission va avoir 1000, 2000 personnes quand même là-dessus. On ne pourra pas faire une commission sérieuse. Vous n'avez pas peur que l'opposition autour de ce projet fasse imploser ce pays? Non, mais le nombre de gens qui sont contre ce projet que le président a initié. Moi, je pense froidement qu'il y a de la mauvaise foi. Je pense que certaines personnes, que ce soit au niveau, comme je le disais, des politiciens en costume et les politiciens en robe, lorsque j'entends, je veux dire, les discours, ce sont des discours pour moi qui sont incendiaires et qui sont simplement des discours haineux. Même si on déteste le président, la manière dont certains parlent, certains chefs politiques de certaines confessions religieuses, lorsque vous les entendez parler... Monseigneur Amboko, c'est un... Je ne citerai le nom de personne. J'ai dit des confessions religieuses, et je dis certains responsables politiques de ces confessions religieuses. Les positions qu'ils prennent là-dessus... Généralement, on ne parle pas que nous sommes en guerre, on ne parle pas des déplacés qui sont là, on attaque systématiquement avec une haine viscérale le chef de l'État. Or, ce que nous, on s'attend au niveau de ces confessions religieuses et ces hommes politiques, c'est que sur des questions bien précises, comme là, mais moi je connais un des responsables politiques en costume, mais qui prônait il n'y a pas 1 an, 2 ans, la révision constitutionnelle, je le connais très bien. C'est un garçon, je veux dire, avec qui j'ai travaillé, votre ancien directeur de cabinet, et qui est brillant. Mais pourquoi soudain, je veux dire, je ne peux pas m'expliquer que cet homme que je connais bien, qui est brillant, mais peut changer comme ça. Et je crois qu'il y a de la manipulation et on voudrait. Certains voudraient peut-être obtenir ce qu'ils n'ont pas pu obtenir au niveau des élections. Alors je dis, bon, ce n'est pas aujourd'hui l'objet de cette rencontre, mais peut-être, et j'espère qu'on ne va pas me pousser, la prochaine fois que vous m'inviterez, j'accepterai à ce que je vienne et que je commence mon discours par « j'accuse ». Si ces personnes vont trop loin,
Vous accuserez. Je vais accuser. Et je vais amener des preuves dans cette accusation. On les suit, on les écoute. On voudrait mentir à la jeunesse. On voudrait demander à la jeunesse, quand vous tenez des propos, de ne pas avoir peur. Vous voulez imiter qui? Quelqu'un a dit ça en Pologne. Il faut faire attention avec ce type de discours. Faire très attention. Vous savez, il y a un adage qui dit que lorsque vous voulez mettre le feu dans un village, de faire attention que le feu ne ravage pas également votre case. Mais on n'y arrivera pas. Alors je le dis, si ce type de discours haineux vis-à-vis du régime, parce qu'on ne voit pas le peu de bien qu'on pense qu'il fait, on veut systématiquement noircir. Le président a donné la possibilité à 47 diocèses d'avoir $1 million chacun, chaque diocèse, pour des œuvres caritatives, pour le développement. Qui a fait ça? Oui, j'ai suivi le discours puisque j'étais à Isiro lors de la cérémonie pour Anuarit. L'archevêque de Lubumbashi, qui a remercié le président, quand même, pour une fois, là-dessus. Mais c'est systématiquement les discours pour pouvoir soulever la jeunesse, soulever la population. Alors je dis très bien, ce pays appartient à tout le monde. Ce qu'on attend, nous, des hommes d'église, c'est qu'ils rassemblent, qu'ils parlent de paix, d'unité. Nous sommes en guerre, on est attaqué, notre pays est attaqué. Le pays, il y a des déplacés, plus de 2 millions de déplacés internes. Au lieu de pouvoir nous rassembler, mais devant la personne qui représente l'unité de ce pays, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais le pays est attaqué. Non, on verse encore des discours incendiaires à l'intérieur de ce pays. Pourquoi? Quel est l'objectif? Je la connais. Et je vous dis que la prochaine fois, je viendrai, la première chose que je vous dirai, j'accuse. Et je vous dirai pourquoi et comment. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Bemba. Merci Sandra Nyangui. Merci RTNC. Merci Willy Kalenga et de Géopolis. Merci à vous, Monsieur le Président du MLC, vice-président de la République. J'ai une toute dernière question. Oui. On parle de la révision de constitution, de changement de constitution. Et si, au bout, la crainte des autres s'avérait vraie et que, chemin faisant, la conclusion serait que Félix Tshisekedi pourrait effectuer un 3e mandat, vous diriez oui ou vous diriez non? Mais vous savez, avant que je vous dise ce que je vous ai dit ici, moi je parle avec le président. Et nous parlons de toutes ces questions. Le président a été très clair à Isiro, a été très clair à Lubumbashi, là-dessus. Et le fond de sa pensée, ce que vous avez entendu, c'est vraiment ce qu'il pense. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir, tel que certains voudraient manipuler la population là-dessus. Ce n'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Donc, faisons confiance. Cette commission, il y aura tout le monde. L'opposition va jouer son rôle. Le pouvoir va jouer son rôle. Mais je vous dis, il est interdit d'interdire. Ceux qui pensent qu'ils peuvent interdire, il est interdit d'interdire. On ne va pas interdire cette commission de fonctionner. On va aller de l'avant. Et je vous dis, je n'ai pas le monopole du savoir. Moi, je vous ai simplement dit, voilà ce que je pense que oui, on pourrait discuter dans cette révision constitutionnelle. Certainement que d'autres constitutionnalistes, d'autres partis politiques viendront. Mais est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table et on peut réfléchir, nous les Congolais, sans pouvoir nous tirailler? La France a changé sa constitution, je crois que c'était en 2008. Des amendements révisés, c'est la 5e République, c'est 58. Révisé là-dessus. Je ne parle pas de la Belgique, le Caire, d'autres pays d'Afrique ici, également ont révisé leur constitution. Dont beaucoup en Afrique ont permis au président de... Ça, c'était autre chose. Je dis simplement, c'est qu'on peut se mettre autour d'une table. Et je vous dis, le président est quelqu'un de raisonnable, il n'est pas insensé. Mais si, c'était là ma question, un
troisième mandat s'ouvrait à lui, vous le suivriez? Mais je me demande et je vous demande, moi j'ai entendu ce que le président a dit, encore à Isiro. Il dit, je ne suis pas